Comme je l'ai dit, il n'y a pas de protocole, donc en fait ce que je vous présentais n'est pas du tout une démarche à appliquer, mais en fait j'aimerais vous présenter le process. Et j'aimerais vous présenter en fait en quoi ce process a été efficace, là où en faisant autrement, on est arrivé à des résultats beaucoup moins efficaces. Avant ça, je reviens sur cette idée de mutualisation collaborative. Il y a ce qu'on appelle la collaboration interprofessionnelle, on en parle énormément. J'ai théorisé le fait qu'on tendait vers la collaboration interprofessionnelle quand les situations professionnelles se complexifient. De façon très simple, situation classique de travail, on est seul dans notre institution et on fait notre accompagnement seul, c'est notre mission. On arrive dans une situation d'accompagnement où on n'y arrive pas, ou en tout cas ça nous pose problème. Qu'est-ce que l'on peut faire? Premièrement, eh bien, on va se tourner vers des collègues pairs, PAIRS, s'ils sont plusieurs, qui ont le même métier que nous, même background, même objectif, etc. Et on va demander, bah alors toi, comment ça s'est passé l'accompagnement? Moi, j'ai eu ça, je me questionne. Et par eh bien, le collectif de pairs, on va pouvoir avancer sur certaines situations. Malgré ça, dans certaines situations, ça reste problématique. On échange avec les collègues, mais on n'arrive pas à dépasser la complexité. Donc on monte dans les situations complexes, et cette fois-ci, on va s'intéresser, on va s'ouvrir à l'interprofessionnel. Donc on va aller voir d'autres corps de métier. On commence par notre structure, tout simplement parce que c'est plus facile. C'est le bureau d'à côté, au fond du couloir, à l'étage. Et là, on va changer de corps de métier en disant, écoute, on n'arrive pas, nous, à dépasser ça. Est-ce que tu pourrais nous amener ta casquette de psychologue, de médecin, d'assistante sociale, d'éducateur jeunes enfants? Parce que peut-être que tu vas voir quelque chose que nous, on n'arrive pas à voir. Donc on monte dans la collaboration interprofessionnelle en intrastructure. Et quand on est dans des situations qui, malgré tout, on n'arrive pas en tout cas à les dépasser, on va aller dans l'interstructure. Et donc on va faire appel à des partenariats dans des structures différentes. Voilà, schématisation classique, à chaque fois parce qu'on monte en difficulté de situation. Très concrètement, on ne fonctionne pas en interprofessionnel, en interstructure, si la situation elle est classique, fait partie de votre quotidien professionnel. C'est vraiment vers une montée de complexification. Mais quand on parle de collaboration interprofessionnelle, on invisibilise complètement tous les acteurs non professionnels de cette collaboration. Et c'est ça la notion de mutualisation collaborative. C'est en fait la volonté de supprimer cette notion d'interprofessionnalité parce que très concrètement, les parents ne se reconnaissent pas quand on parle de collaboration interprofessionnelle. Parce qu'en fait, ils ne s'identifient pas forcément à ce qu'on appelle le métier de parent dans la théorie. Alors, qu'est-ce que c'est que la mutualisation collaborative? Il s'agit d'une mutualisation où chaque acteur, qu'il soit professionnel ou non, vient avec ce qui fait sa spécificité et va le mettre dans le pot commun. Il va le mutualiser au profit de l'objectif. Donc, en fait, on va faire appel à plein de monde et chacun a une expérience, une expertise, des connaissances, la maîtrise de certaines techniques et il dit, bah, moi, je le mets à disposition de tout le monde. Une fois qu'on a mis en commun les expériences et les expertises de chacun, eh bien on a en fait notre panel d'outils d'action et on peut réfléchir à une collaboration. Donc c'est pour ça que c'est une mutualisation collaborative, collaborer pour atteindre notre objectif commun. Je propose une illustration de cette théorie par une assistante sociale qui travaille à la LDS. Elle reçoit les familles dans son bureau le vendredi matin. Elle précise, premièrement, que son bureau n'est pas agréable. Elle dit, vraiment, mon bureau, il n'est pas sympa, il est tout petit, il n'y a pas de lumière, etc. Et en plus, ma permanence, c'est le vendredi matin, donc la plupart du temps, l'enfant n'est pas là. Ce qui peut être une bonne chose, parce que ça libère la parole du parent, parce que son enfant n'est pas là. Par contre, moi, la connaissance de l'enfant reste très limitée. Je travaille avec l'enseignante. L'enseignante, elle, a une connaissance très fine de l'élève, pas de l'enfant, de l'élève, qu'elle a au quotidien. Par contre, sa relation, sa connaissance des familles ne sera qu'à travers les échanges, etc. À cette équipe se rajoute le médecin de la PMI. Le médecin de la PMI, lui, a une vision plus médicale et sanitaire. Le fait de travailler déjà avec ces trois acteurs autour de l'accompagnement d'une famille et d'un enfant permet d'avoir une vision plus globale. Ça ne veut pas dire complète, mais plus globale, parce qu'en fait, chacun va pouvoir éclairer la situation à travers eh bien, son regard. Et donc, on va avoir une connaissance un peu plus fine, un peu plus précise, plutôt que de rester coincé dans le prisme de sa spécialité.
Et bien sûr, vous savez qu'il y a, on peut multiplier les regards par rapport à ça. Mais à cela, le fait de multiplier les regards ne peut fonctionner dans un accompagnement que si on travaille ensemble. Ça fait partie d'une des grandes difficultés de la collaboration interprofessionnelle, parce que là on reste sur les métiers, c'est le fait de travailler ensemble. Quand une famille voit des professionnels qui n'arrivent pas à travailler ensemble, ça crée un cadre qui n'est pas structurant et rassurant pour permettre l'accompagnement. Donc la nécessité de travailler ensemble permet de proposer un cadre contenant et clair qui sécurise les familles, et donc c'est beaucoup plus difficile quand c'est beaucoup plus compliqué quand on n'y arrive pas. Alors comment je propose de vous partager une expérience qui a plutôt bien fonctionné. Donc c'est le cas d'une recherche collaborative dans une école maternelle qui assiste à une formation sur la grande pauvreté donnée par ATD Quart Monde qui présente le rapport grande pauvreté. Donc a priori on avait encore un peu de budget à Marseille, donc on a réussi à la placer. Et là c'est la révélation. C'est-à-dire que la prise en connaissance par cette école de ce rapport, elles étaient en capacité de l'entendre, par contre elles n'en avaient aucune connaissance. Et elles se disent, eh bien en fait, on n'arrive pas, on est en échec sur l'absentéisme à l'école, et on comprend pourquoi on est en échec. Donc, on a essayé en intraprofessionnel, intrastructure, on n'a pas réussi. On a essayé en interprofessionnel avec les coordonnateurs REP+, avec la conseillère pédagogique, ça n'a pas fonctionné. On passe en interstructure et on décide de faire une équipe avec la recherche, ATD Quart Monde, les enseignantes et les encadrantes éducatives. Et on se lance là-dedans pour essayer d'améliorer, de lutter contre l'absentéisme. Alors comment on a fait? La première chose, on a identifié nos préjugés. Pourquoi les élèves sont absents? On a listé l'ensemble des critères qui, selon le collectif, expliquaient l'absence. Des parents qui ne travaillent pas. Le lieu d'habitation des parents, on était sur une population assez mixte, avec une forte population que les enseignants qualifiaient de gitanes. Et on s'est rendu compte par une enquête ethnographique que finalement, ce n'était pas si simple que ça, je l'ai appris aussi, que derrière le terme gitan, il y avait tout un panel de spécificités. Mais en tout cas, le discours, c'était ça, au début. Le mois de l'année. Les enfants nés en décembre sont plus absents que les autres. On se posait la question. Voilà, c'est ressorti, c'était nos préjugés, présupposés. Et on a listé comme ça un ensemble de choses. Première étape, la recherche a objectivé nos présupposés. Donc j'ai fait la récolte des données d'absentéisme, j'ai récolté les données, est-ce que tu es né en janvier, décembre, est-ce que tu es un garçon ou une fille, est-ce que le genre influence l'absentéisme, est-ce que tes parents, les deux travaillent, ne travaillent pas, etc. Ton lieu d'habitation, est-ce que ça a une influence? Et on a objectivé ça. Les résultats, parce que nous sommes tous curieux de savoir, le genre n'a aucune influence dans l'école dans laquelle on a fait notre recherche et 2 écoles aux alentours pour pouvoir comparer. Le mois de l'année n'a pas d'influence, ça faisait partie de mes présupposés, donc j'ai appris que je me trompais. Le métier, la situation professionnelle de la famille a une influence. Le lieu d'habitation avait une très forte influence. Et les familles qui se disaient habiter au camp, parce que c'est comme ça qu'elles formulent leur lieu d'habitation, eh bien, étaient plus absentéistes que les autres. Première découverte, ce n'est pas parce que les personnes qui habitent au camp sont plus absentes que les autres que tous les élèves qui habitent au camp sont absents. Parce qu'en fait, il y a plein d'élèves qui habitent au camp qui étaient là tous les jours. Donc ça, c'était une très grande découverte pour l'école. Les premiers de fratrie sont beaucoup plus absents que les autres. C'est le premier enfant, je fais le lien avec la parentalité, c'est le jour où on a notre premier enfant. Et ça s'arrête à peu près là sur la première année. On décide de mettre en place la démarche du croisement des savoirs et des pratiques d'ATD Quart Monde. On fait un groupe de pairs parents, PAIRS parents, un groupe de pairs enseignants, ils se questionnent sur les mêmes questions de relations école-famille. Entre nous, accompagnés par un membre de l'association qui est justement facilitateur de l'intelligence collective. Et puis au bout de 3-4 réunions, on se réunit. La parole des parents a été travaillée en collectif et elle a été surtout portée, légitimée par la présence de la personne associative et donc les parents viennent proposer des solutions aux enseignants. Et il y a une négociation entre les besoins des familles et les contraintes des enseignants. Le résultat met en place 2 dispositifs, pas du tout originaux. Visite de classe et entretien individuel, avec une grille très précise de ce qui est attendu dans ces 2 dispositifs. Pendant un an, on met en place ces dispositifs et on évalue à nouveau l'absentéisme et les critères influençants. Donc, l'année d'après, il n'y a plus d'influence du lieu d'habitation.
Et il n'y a plus d'influence pour les premiers de fratrie. Premiers de fratrie, les premiers enfants des familles. Qu'est-ce que ce process a permis de faire? C'est exactement ce que vous disiez par rapport à Angers. On a travaillé avec les parents et on n'a pas décidé pour eux. Et ça, la coordinatrice RED+, le dit super bien, donc je reprends ces mots, elle était directrice d'école maternelle avant, et elle avait fait les entretiens individuels, elle avait fait les visites de classe, mais elle n'avait pas grand monde. Nous, on a eu 92% des familles qui sont venues à au moins un des deux dispositifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est eux qui nous ont dit ce qu'ils avaient envie d'avoir. Ils ont exprimé leurs besoins. Ils ont dit, nous, on a peur de l'école. En fait, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans les classes. Donc, ce que l'on veut, c'est voir un quotidien ordinaire. Donc, on ne veut pas être à 10 pour faire un atelier pâtisserie, parce que quand on est à 10 dans un atelier pâtisserie, ce n'est pas l'ordinaire de la classe. On veut être, alors ils voulaient être un seul. Les enseignants ont dit que c'était, ils ont dit, on négocie 2 parents. Ils sont 2 parents au fond de la classe, et ils observent les matinées de classe. Déjà, ils se rendent compte que les enfants ne sont pas assis toute la journée, c'est plutôt calme, que les enseignants ont une connaissance individualisée de leurs enfants. Ça a été une grande reconnaissance. Parce qu'en fait, ils avaient peur de l'inconnu, et ils ont verbalisé ça. On a peur de l'inconnu, donc on veut rentrer, on veut voir. On ne vous croit pas quand vous nous dites que ça se passe bien. On veut le voir. Et ça les a énormément rassurés. Et leur deuxième inquiétude, c'est que, bon, ok, c'est calme, ok, ça a l'air intéressant, mais en fait, mon enfant, c'est un parmi d'autres, vous ne le connaissez pas vraiment. Et les entretiens individuels ont permis de se rendre compte que les enseignants, c'est ce qui se ressort dans les entretiens, ont des fiches individuelles au nom de l'enfant. Et donc les parents disent, mais elle avait une fiche avec le prénom de mon enfant, et il y avait plein de choses écrites dessus, et elle a pu me dire, voilà où il en est. Parce que le parent, ce qui l'intéresse, et là je fais le parallèle avec ce que vous avez dit, c'est pas qu'on lui dise qu'il ne faut pas donner l'écran et qu'il faut se coucher tôt. En fait, il veut savoir comment scolairement son enfant évolue. Donc les questions, c'est alors il en est où, comment il évolue, etc. Donc c'est vraiment des questions sur le contenu de l'apprentissage, là où les enseignants, et on a beaucoup travaillé dessus en croisement des savoirs et des pratiques pour que les parents puissent exprimer leurs besoins, les enseignants pensaient que les parents voulaient des conseils plutôt sur comment gérer l'après 17h, 17h30. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des parents qui veulent ces conseils-là. Je dis que ce n'est pas le cas de tous les parents. Et que tous les parents sont intéressés par l'apprentissage de leur enfant. En revanche, ils n'ont pas forcément tous soit l'envie, soit la capacité, soit la liberté, enfin la place cognitive de savoir précisément comment il avance. Donc ils sont tous intéressés très concrètement, on va dire 100% des familles, c'est mon fils, est-ce que ça va ou est-ce qu'il est en retard? Voilà, ils veulent savoir est-ce qu'il suit le rythme ou pas. Donc ils sont tous intéressés par l'évolution scolaire. En revanche, le degré de précision de cette évolution scolaire va dépendre des familles. Maintenant, il faut que je me retrouve en... Voilà. Donc, le process dont je vous parle, voilà, que disait la collègue directrice d'école? Elle disait, en fait, on a mis ça en place, mais en fait, on a réfléchi pour les parents. On s'est dit, ah, mais les parents, ils vont avoir envie de venir dans les classes. Alors, on va leur proposer classe ouverte. Ah, les parents, ils vont avoir envie d'eux. Et donc, en fait, ils pensaient pour les parents, mais ils ne pensaient pas avec eux. Alors, je vais faire un parallèle, et j'espère que vous me suivrez dans ce parallèle que je vais faire sur un travail que je mène en santé. Donc, on part un petit peu plus loin, mais vous allez voir le lien. Donc, le lien entre, justement, le monde de l'éducation et le monde médical. Ça, c'est une schématisation du système de soins tel qu'il évolue dans le temps. Au tout début, on est sur un système de soins qui est qualifié de paternalisme. Les professionnels de santé se réunissent entre eux et décident pour le patient du traitement qui est le plus adapté à sa pathologie. On se rend compte que le patient est trop éloigné des décisions, on décide d'évoluer vers un système de soins qui est centré sur le patient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on le met au centre, on est en interaction avec lui, donc ça me fait penser à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on lui pose des questions, un petit peu ce que vous avez fait de démarche d'aller vers, et on échange bien sûr entre professionnels, et encore une fois, on essaye de réfléchir à ce qui est le mieux pour lui. Aujourd'hui, en santé, depuis 2016, on est sur une démarche de démocratie en santé, on avance vers le partenariat de soins. L'objectif, qui est très difficile à réaliser, mais en tout cas vers lequel on souhaite tendre, c'est le fait que le patient est assis autour de la table avec les professionnels de santé et que ses compétences sont reconnues comme les compétences des professionnels de santé. Ce ne sont pas les mêmes. Par contre, il a des compétences expérientielles de la maladie
qu'aucun médecin, infirmier, professionnel de santé qui n'a jamais vécu avec la maladie n'aura. Donc il a des compétences qu'il est le seul à avoir autour de la table. Eh bien, le parallèle, moi je le fais avec cette idée de parent. On a, quand vous me parlez de l'histoire des écrans, l'histoire du coucher, on peut avoir une position de paternalisme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aborder ces problématiques d'écran et de coucher de façon très positive, bienveillante, etc. Mais la plupart du temps, on va être plutôt comme détenteur d'un savoir et d'une vision de la parentalité qu'on souhaite transmettre, voire le danger de vouloir l'imposer aux parents que l'on accueille. Je pense qu'aujourd'hui, on est davantage sur une approche centrée autour du parent et de la famille. L'enfant est au centre, la famille est au centre, et on a vraiment la volonté pour eux que ça aille mieux. Mais vraiment. Et il y a un engagement des acteurs éducatifs extrêmement fort. On veut vraiment que pour eux, ça aille mieux. Mais si on choisit pour eux, on enlève ce pouvoir d'agir, on enlève aussi ce sentiment de compétence de parentalité. C'est ce que disait le chef d'établissement, monsieur, sur l'orientation. Vous disiez, vous renvoyez, vous êtes le premier éducateur de votre enfant, donc déjà le repositionner, et à un moment donné, faire en sorte que le parent soit assis autour de la table pour participer à ces décisions. Alors, comme vous l'expliquez sur Angers, ce que vous avez dit, alors j'ai entendu, hein, oui, peut-être le Covid, c'était un peu une excuse, mais dans la réalité, c'est que c'est super compliqué. Ah bah oui, on a envie que le parent y vienne, mais il faut s'exprimer, etc. Mais en fait, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué aussi parce que, rappelez-vous, les cercles autour de nous, vous demandez aux parents de venir dans une institution dans laquelle, premièrement, il peut ne rien comprendre, même si on essaie de faire des efforts, il y a quand même beaucoup de choses que l'on fait, même par rapport à la langue utilisée. C'est pour ça que nous, on a réussi à le faire, parce qu'on était accompagné d'ATD Carmont, qui est formé sur, justement, le facilitateur de la prise de parole de personnes en grande précarité. Donc ça, c'est une première chose. Et alors, deuxièmement, parce que je vais aller plus loin sur un retour de cette enquête, c'est qu'on n'arrive pas forcément à tout conscientiser. Donc, ce collectif décide de faire des cafés des parents, encore une fois très classique, mais comme lieu, justement, de discussion de ce qu'on pourrait mettre pour améliorer la relation école-famille. Et la coordonnatrice, qui est très impliquée dans ce projet, est à l'entrée du portail et voilà, voit les parents et essaye de les enrôler un petit peu pour qu'ils rentrent dans l'école pour aller au café des parents. Et là, il y a un groupe de mamans qui se revendiquent, maman gitane, maman Jean du voyage. Et donc, c'est là où je voulais en venir par rapport à votre remarque sur des parentalités assumées. Par exemple, ces personnes-là, une partie de ces personnes-là, quand elles verbalisent leur rapport à l'école, elles disent « Non mais nous, on est des voyageurs. Déjà, on se couche tard. Nous, les enfants, on ne les réveille pas. Donc, 8h30, c'est pas du tout adapté. » Donc, c'est presque revendicateur de dire « Bon, oui, ok, votre école, ok, mais nous, c'est différent. Chez nous, c'est différent, etc. » Donc, on peut avoir ça et qui peut aller jusqu'au conflit. Donc ce groupe de parents qui était à la sortie, la coordonnatrice arrive en disant « Oui, on fait un café des parents pour essayer de voir si vous avez des idées pour améliorer l'école, etc. » Et alors les parents, donc bien sûr, ne se sont pas du tout sentis ni déstabilisés, ils n'avaient pas du tout prévu de rentrer, ils ont dit « Ah mais nous on est des gens du dehors, donc tu veux faire ta réunion, bah, tu t'assois avec nous sur les marches, devant l'école. » Bon, alors la coordonnatrice a dit « Ok, nous on rentre pas dans les bâtiments, on amène les écoles, on ressort, on est des gens du dehors. » Ok, bon bah alors qu'est-ce que je fais? Je sors le café. Ah mais non, on boit pas de café. Ah, bah du thé alors, ou du jus de fruits. Non, c'est du coca. Pas de problème. On a envoyé une collègue acheter du coca, elle s'est posée dehors, avec le coca et les gobelets, et elles ont fait un café des parents dehors. Et elles ont dit, parce que c'était des mamans, elles ont dit, nous on a plein d'idées. On a vraiment plein d'idées, on peut te dire ce qu'on en pense, etc. D'accord, bah, il fallait juste s'asseoir sur les marches avec du coca. Ça, concrètement, alors pourtant c'était cette fameuse directrice d'école qui avait 15 ans d'expérience dans un quartier similaire, elle n'aurait pas pu le conscientiser. Donc elle a réussi. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent bloquer qu'on ne peut pas tout anticiper. Je crois que... Je regarde le temps, parce que j'aimerais qu'on ait le temps. Donc, ce qui est très très important, c'est cette idée peut-être de tendre vers cette notion de travailler avec le parent et de ne pas travailler pour lui. C'est-à-dire que dès qu'on se met dans une posture où on se dit « ça pourrait être bien pour lui »,
on va avoir tendance à glisser vers ce côté un peu plus centré autour des parents et pas de partenariat. Je nuance bien sûr. Sur certaines situations, certains accompagnements, on n'a pas la capacité de faire avec le parent, par exemple sur ce que vous nous disiez sur les problèmes de langue. Donc on va avoir le besoin d'aller chercher soit de l'aide ou il y a des accompagnements, on ne va pas forcément y arriver. Mais j'imagine que si on est avec ce schéma-là et qu'on a cette idée, eh bien sur toute une partie des accompagnements que l'on réalise, eh bien peut-être qu'on va pouvoir faire évoluer les choses et donc donner davantage la place à ses parents. Sur le dispositif que je présente, ce que je retiens, c'est vraiment une adhésion de 92% des familles à au moins un des dispositifs, alors que les enseignants ont qualifié la population de fortement absentéiste. Et que les statistiques ont prouvé qu'en effet, le taux d'absentéisme était nettement supérieur aux écoles aux alentours, donc avec des populations similaires et une géographie similaire. Donc des populations fortement absentéistes reconnues, 92% d'entre eux sont venus au moins une fois. Et après, je vais vous dire combien sont venus 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Et on a quand même une présence assez importante. En revanche, il y a des personnes qui voulaient faire la classe ouverte, qui sont venues une fois, ont proposé 3 visites, et elles ne sont pas venues aux autres visites. Et il y a des parents qui sont venus aux visites de classe et qui ne sont pas venus aux entretiens. Accepter qu'ils ne rentrent pas, qu'ils ne soient pas intéressés par ces dispositifs, ça a été vraiment un travail important de la part du collectif. Avant de vous rendre la parole, parce qu'on a encore du temps pour les échanges, je vous propose une bibliographie avec des éléments que j'ai cités, des articles à approfondir, mais également le lien avec eh bien, le laboratoire de recherche en sciences de l'éducation et de la formation à Rennes, parce qu'il y a la volonté de certains d'entre vous de vouloir s'inscrire dans un temps long de réflexion et possiblement dans une expérimentation. Nous, ce qu'on a fait, c'est expérimenter, on s'est lancé et 3 ans plus tard, on voit comment ça évolue. Donc je vous ai mis le site internet du laboratoire de recherche et je vous ai pris les référents. Alors je pense que le premier groupe de travail, c'est plutôt sur notre thématique, socialisation, culture et inégalité éducative. Et le groupe de travail numéro 6, c'est sur ce que c'est les recherches coopératives et collaboratives. Donc c'est sur cette idée de vouloir travailler en interstructure avec des chercheurs, si bien sûr ce sont leurs champs de recherche. Donc je vous ai mis aussi ça qui peut être 2 entrées différentes si ça vous intéresse d'élargir le champ avec des collaborations. Et donc Pierre Perrier, qui est le référent RT sur les inégalités éducatives. Et pour ma part, je vous laisse mon adresse mail si vous souhaitez qu'on échange post-conférence, quel que soit un peu le sujet. Voilà, vous avez mon adresse mail, il n'y a aucun souci, c'est encore avec grand plaisir. Et donc je vais rendre la parole, mais donc j'ai été engagée à projeter le fameux schéma de Xavier Cornu. Vous avez vu, j'ai réussi, je prête encore 1 minute. Ces fameux sentiments de compétence. Donc vous avez la légende sur le côté. Confiance de la mère envers l'enseignante, ça diminue avec le temps. A priori, elle a une confiance élevée, ça diminue avec le temps. Confiance en soi de la mère, elle diminue avec le temps tout le long de la relation avec la mère, alors qu'inversement, la confiance de l'enseignante envers la mère augmente et la confiance en soi de l'enseignante augmente. Pourquoi? Parce que l'enseignante, en fait, elle est confiante parce qu'en fait, elle a créé une relation. Donc, en fait, elle se dit, bah, c'est super, on se voit régulièrement, on aborde les sujets, etc. Alors que pour la mère, ce n'était pas un problème, elle savait qu'elle serait disponible. Par contre, elle voit l'enseignante régulièrement, mais que ça n'évolue pas pour son enfant. Donc en fait, elle se dit, bah mince, l'enseignante me dit de faire des choses, j'essaye, mais bah, ça ne marche pas. Parce que, donc moi, je n'ai pas confiance en moi en tant que parent, a priori, j'y arrive pas. Et puis finalement, cette enseignante qui est plutôt disponible, qui me dit les choses et tout, bah ouais, mais ça ne marche pas. Parce que mon enfant, il est toujours en difficulté, il n'arrive toujours pas à apprendre à lire, etc. etc. Voilà pour...